28 degrés à Cotonou et environ. Mesdames et messieurs, bonjour. Les titres de ce journal. Après le cri de cœur des sinistrés du drame d'Ayelawadje, les autorités ont pris les précautions pour que ces derniers rejoignent leur maison. Une équipe de la rédaction est retournée sur les lieux. Le constat fait dans cette édition. Fête identitaire Wemekwe 2025. Les participants ont eu droit ce vendredi à un forum sur la valorisation de la vallée de l'Ouémé. Vous aurez les précisions dans ce journal. Et puis, colloque international sur le massacre du Tiaroé survenu en 1944. Les participants réunis à l'université de Parakou ont échangé sur les moyens à utiliser pour immortaliser cette page de l'histoire africaine. À nouveau, bonjour. Les sinistrés du drame du 11 janvier 2025 à Ayelawadje sont soulagés. Les barrages sont levés depuis lundi et chacun s'affaire à retourner dans son habitation. Une équipe de reportage est retournée sur les lieux pour faire le constat. Les précisions dans ce reportage présenté par Julie Thio. Ils ont réintégré leur domicile. Plus d'1 mois après ce drame qui a plongé ce quartier d'Akpakpa dans les mois, les habitants regagnent progressivement leurs maisons et les commerces reprennent peu à peu. Il y avait ma soeur qui est décédée aussi. 2 sœurs qui est décédée dans la maison. Donc, c'est elle que je cause toujours. Donc, comme elle n'est pas là, je ne peux pas rester. Nous sommes un peu soulagés de retrouver nos demeures, quand bien même la vie est difficile. La vie ne sera plus jamais comme elle était avant. Vous-même, vous avez vu. Le quartier n'était pas comme ça, c'est un quartier de vie. Quand on dit de vie, c'est un quartier de joie. La convivialité, il y avait ça. Regardez, c'est triste. Les dégâts engendrés par l'incident ne sont pas des moindres. Les sinistrés, tout en remerciant les autorités pour ce qui est déjà fait, sollicitent leur accompagnement. Peut-être que nous disons bêtement et dans un petit fonction ni après tel jour non et c'est là font corps dehors période de bon minimum les problème de vos morts de ti nous et là no bi ba ja ho so ni gwa lo nu mi mais si nous blé a ho so ni quelqu'un bo gwa lo nu mi ni do awe na mi bo nu mi ton de gble le mi na level de do mi na level do jera do ni quelqu'un bo gwa lo nu mi bo tout mi ton le gble on est tout le gble on sale so gble nu mi on de no dialo me on se no blonde do ni a ho so na bo mi bo dalo mi on a vivi 11 janvier 2025, l'explosion d'un entrepôt à Ayelawadje dans le 3e arrondissement de Cotonou a bousculé le quotidien des citoyens vivant dans cette zone. Flambée de prix du ciment depuis quelques semaines dans plusieurs villes, cette hausse des prix a été observée notamment à Bomey-Calavi, Cotonou et dans bien d'autres villes. Une équipe de notre rédaction a fait le constat. Voici son reportage. Après avoir fait le pied de grue pendant des heures dans un dépôt de cimenterie de la ville de Cotonou, Dame Sabine Doglalou a pu se procurer cette quantité de ciment pour son chantier en construction depuis quelques semaines. Seulement, il lui a fallu débourser 90 000 francs CFA pour avoir la tonne de ce matériau contre 80 000 francs CFA il y a quelques jours en arrière, selon ses dires. Comme elle, plusieurs citoyens ont remarqué l'augmentation du prix du ciment. Ciment, il quoi? Le ciment a augmenté du prix et on n'arrive pas à en trouver. Il faut faire le tour de plusieurs dépôts. C'était à 80 000 francs. Maintenant, c'est à 90 000 francs la tonne.
90 000. Visiblement et en attendant les explications des autorités, c'est la pénurie du ciment cette période qui serait à l'origine de la hausse du prix de section au niveau des dépôts de vente. Pour s'en procurer, les populations font recours à plusieurs astuces, dont le recours aux démarcheurs qui semblent avoir des entrées plus faciles dans les points de vente. Revendeur Mathieu Ronchede se dit contraint de revoir le prix de vente de son stock de ciment en raison de la rareté du produit par les temps qui courent. C'est compliqué de s'approvisionner comme avant, affirme-t-il. Quand on trouve un peu de marchandises, c'est après environ 2 semaines qu'on en trouve encore. On aurait appris que les machines de production sont en panne. La raison. Certaines usines de production de ciment seraient en panne selon des revendeurs rencontrés. C'est du moins ce que pensent ces acteurs du secteur de la vente de ciment. Du coup, l'offre est très faible face à une demande de plus en plus forte à Cotonou et environ. Ici, les magasins sont vides et les tenanciers oisifs. Ça fait près de 2 semaines déjà qu'ils sont à la flotte. Vous avez vu, vous avez constaté qu'il n'y a même pas un seul kilo dans le magasin. Quand les gens viennent, nous disons qu'il n'y a pas de ciment. Moi, depuis 2 semaines, là, on n'a pas eu de ciment. Les gens sont en train de chercher vraiment, que le gouvernement pense un peu à nous pour que ce problème soit résolu. Face à une telle situation certainement conjoncturelle, citoyens, entreprises, acheteurs et revendeurs sont suspendus aux lèvres des autorités en charge du commerce pour éclairer leurs lanternes et assoupir leurs difficultés. L'agriculture n'a jamais permis à aucune nation de s'industrialiser. C'est la conclusion à laquelle a abouti Détonji Placide Degbillon suite à ses travaux de master intitulés « Diagnostic du secteur de l'artisanat et du secteur agricole ». Ses recherches lui ont permis de parvenir à cette conclusion et de noter que le secteur de l'artisanat est assez délaissé au Bénin. Je vous invite à suivre ses explications. J'ai fait des recherches et les recherches faites jusqu'à présent nous ont montré qu'aucune nation au monde n'est arrivée à s'industrialiser à partir de l'agriculture et aucune nation au monde n'est arrivée aussi à mécaniser, irriguer son agriculture en mobilisant l'aide des industriels et de l'État et des banquiers. Les quelques rares nations qui ont pu mécaniser, irriguer l'agriculture, où l'agriculture était basée sur les esclaves, le cas du sud des États-Unis, étaient obligés d'exporter tous ces produits agricoles pour combler les déficits agricoles des autres pays pendant plus de 50 ans et racheter les produits manufacturés des autres pays, bien avant que la colère du nord des États-Unis ne s'enflamme sur le sud, qui voulait que tous ces produits agricoles soient transformés à l'intérieur pour que unis au nord qui prennent le dessus sur l'Angleterre qui était la première puissance du monde. Et comme pour toute révolution industrielle, il fallait cibler 3 secteurs dans tous les secteurs artisanaux. Le secteur habits, chaussures, sacs, il fallait avoir ce que plus de 50% de la population travaille dans ces 3 secteurs. Les explorations documentaires nous ont montré que depuis 1960, nous nous sommes trop concentrés sur le secteur agricole et nous nous sommes dit que ce n'est pas l'agriculture que nous allons nous industrialiser. En disant pas l'agriculture nous allons nous industrialiser, nous avons laissé le secteur artisanal de côté non organisé. Et dans le secteur agricole également, nous sommes restés aveuglés par quelle stratégie mécanisée irriguer l'agriculture en amenant les paysans béninois à se passer toute aide et nous laissons tous les paysans béninois faire de gaspillage qui les empêche de se passer l'aide des sérieux, l'aide de l'État, l'aide de nos banques. Nous avons laissé le secteur artisan de côté et organisé sans exploiter rationnellement les forces de tous les artisans qui sont en formation pour s'acheter beaucoup de machines industrielles de la matière produite et se fixer une idée définitivement bien avant que le temps imparti pour les formations puisse toucher à leur fin, comme le sud des États-Unis s'est servi de sa population au lendemain de la guerre civile pour s'acheter beaucoup de machines industrielles et de la matière produite et se fixer une idée définitivement bien avant que le temps imparti pour les formations puisse toucher à leur fin. Plus loin, il propose la promotion, j'y arrive, du secteur de l'artisanat. Selon lui, il faut promouvoir les filières chaussures, habits et sacs qui sont capables d'absorber assez de jeunes chômeurs. Détonji Placide Degbillon. Nous devons prendre 3 secteurs, dans tous les secteurs l'artisanat spécial dans ces 3 secteurs. Le secteur habits, chaussures, sacs. Nous devons travailler sur que 25%
à 50% de notre population travaille dans ces 3 secteurs, comme on fait tous les pays qui se sont industrialisés. Nous devons cibler des artisans de toutes les villes du Bénin dans ces 3 secteurs. En ciblant ces artisans, nous devons changer leur manière de travailler en les amenant à réaliser un produit en un rien de temps et le réaliser massivement. Nous devons changer aussi leur manière de penser 2 à 4 heures par semaine pour que les gens qui par faiblesse intellectuelle ne vont pas comprendre des choses plus copier ce que les autres font sur le marché. Nous devons mettre à leur disposition tous les documents à partir qu'ils peuvent partir pour explorer. Nous devons faire connaître aussi à ces artisans les machines industrielles qui sont mieux pour les fabricants de chaussures, tout en augmentant énormément les machines qu'ils ont actuellement. Quand on passe ces machines pour s'acheter la presse à souder, les banques de finition coordonnent le dessin à toutes les semaines, que ce soit vertical ou horizontal, qui ont plusieurs positions, qui ont un produit très poussé. Les machines à découvert sur le père qui coûtent chacune 1 million, 2 à 20 millions. Et quand on passe ces dernières machines en 2 ans, 3 ans pour s'acheter, la machine principale a produit 3000 paires de chaussures fermées en une journée, ou la machine par injection rotative presse en la plastique et porte les sneakers, qui coûtent chacune 25 000 à 30 millions. Pour les couturiers, les machines industrielles à haute vitesse à coffre automatique de 70 000 à 150 240 000, et les machines automatiques informatisées, de broderie automatique informatisée. Nous devons mettre en place des structures décentralisées pour que ces structures soient chargées d'assister techniquement les artisans en les amenant à adapter le goût des produits, au goût des populations indigènes étrangères, en corrigeant les défauts de la production. Tout en créant des structures, nous devons protéger le secteur habits, chaussures, sacs. Mais ça doit être des protectionnismes qui font des émulations entre les producteurs béninois et les producteurs étrangers pour amener les producteurs béninois à ne pas rester dans l'investissement, à vite investir pour surpasser les producteurs étrangers. Nous sommes dans le mai à présent et après le lancement officiel des manifestations de la 15e édition de Wemekwe mercredi dernier, la journée de ce vendredi a été consacrée à un forum sur la valorisation de la vallée de l'Ouémé, vision et principales actions du gouvernement pour la valorisation des potentialités agricoles de la basse et moyenne vallée de l'Ouémé. C'est le thème de ces assises, animé en partie par le ministre de l'Agriculture, Gaston Dossoui. Reportage. Pour cette édition de la journée de développement organisée dans le cadre des manifestations de la 15e édition de Wemekwe, la coordination générale a mis en discussion la vision et les principales actions que met en œuvre le gouvernement pour la valorisation des potentialités agricoles de la basse et moyenne vallée de l'Ouémé. Souvent nous disons c'est la 2e vallée la plus riche dans le monde après celle de Nil. Et Monsieur le ministre, nous comptons sur vous et sur le gouvernement pour ce projet. Plusieurs projets sont conçus par le gouvernement pour mettre en valeur la vallée de l'Ouémé. Et pour mieux expliquer aux participants le bien fondé de ces projets, le ministre de l'Agriculture a assuré le service. Là, c'est de grosses pompes qu'on va mettre pour gérer l'amenée de l'eau. Ici, c'est un canal. Là, c'est des casiers de riz. Ici, c'est un plan d'eau pour avoir de poissons. Et là, vous voyez ce canal à travers 2 parcelles de riz, l'amenée de l'eau et les routes de désenclavement. Si nous réfléchissons simplement et que nous nous projetons ça dans la tête, on va comprendre ce que veut dire aménagement de la vallée. Les participants sont sortis satisfaits de cette séance. On avait l'impression jusque-là que la vallée était abandonnée parce que rien ne s'y faisait concrètement. Maintenant, on a quelques réponses. Ce que j'ai suivi aujourd'hui, ça m'a particulièrement ému. Je voudrais remercier particulièrement le ministre de l'Agriculture qui s'est déplacé lui-même. Et même il est venu plus tôt que prévu et il a essayé de nous expliquer ce que c'est que le développement. Deuxième chose, nous estimons que pour nous, le dire, c'est le faire qui nous intéresse. On a dit le financement est déjà mis en place et tout est bouclé. Ça veut dire que c'est du concret. Nous voulons voir si cela peut se poursuivre et se réaliser.
Place aux actes donc pour faire de la vallée de Louémé une vallée véritablement nourricière et pourvoyeuse de richesses. Visite des cantines scolaires dans le cadre de la mission d'études au Bénin pour la relance des cantines scolaires au Gabon. La délégation composée des représentants de plusieurs partenaires dont le Programme alimentaire mondial et le Fonds des Nations Unies pour la population ainsi que les membres de la mission gabonaise étaient à Boïkon puis à Djidja. À chaque étape, les visiteurs ont échangé avec les différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre du programme d'alimentation scolaire. Plus de précisions avec Kimet Hélène Amoussou et Georges Redona. L'initiative consiste à offrir un repas chaud par jour aux apprenants des établissements primaires publics lancés par le gouvernement. Elle vise, entre autres, à faciliter l'accès et la rétention des enfants à l'école. Le programme d'alimentation scolaire couvre à nos jours 75% des écoles du pays avec plus d'1 025 000 écoliers bénéficiaires. Ici, à l'école primaire publique de Douimé, dans la commune de Djidja, ainsi que d'autres dans la commune de Boïkon, les résultats sont patents. À l'école primaire publique de Douimé, la cantine scolaire a transformé le quotidien des élèves. Elle a contribué à l'amélioration du taux de rétention, à la concentration en classe et aux performances académiques. Grâce à la cantine, nous mangeons équilibré, varié et sain. Nous prenons du plaisir à venir à l'école. Accompagné des représentants du Programme alimentaire mondial PAM, du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA et autres partenaires, une délégation gabonaise est sur le terrain en vue de s'imprégner de la mise en œuvre du programme. La descente tient lieu de visite d'études et leur a permis d'échanger avec les divers acteurs impliqués. Une occasion de partage d'expériences qui va leur permettre de s'inspirer du modèle béninois pour expérimenter le programme. Du processus de production, l'approvisionnement des produits à la distribution des repas, tout a été expliqué. Le PAM appuie toujours dans d'autres pays les programmes d'alimentation scolaire, mais l'enthousiasme et l'engagement n'est pas toujours perçu. Là, ça fait une des spécificités. Également, le programme d'alimentation scolaire du Bénin est basé sur la production locale. Nous avons par exemple un programme qui permet des achats directs auprès des petits producteurs, mais également des achats de produits locaux auprès des commerçants privés pour alimenter les cantines scolaires. Le UNFPA vient appuyer pour faire apprendre aux enfants, aux apprenants, mais aussi à la communauté, l'importance de valoriser la jeune fille. Et donc, quand l'enfant à l'école est bien nourri, formé et qui sait comment se protéger, cet enfant contribuera à la dignité d'abord de la gente féminine et à la cohésion sociale. Pour les visiteurs, la sortie a été édifiante. Bien de stratégies et dispositions prises en vue d'assurer la réussite du programme sont à louer. Ce qui nous a marqué, c'est l'implication de toutes les couches, c'est-à-dire les communautés, les parents d'élèves, il y a les représentants du maire, il y a également les élèves à l'intérieur également de ce comité. Donc rien n'est décidé en dehors de. Donc vraiment c'est une bonne chose et nous on peut s'inspirer de tout cela pour mettre les cantines scolaires en œuvre au Gabon. En plus de renseigner les autres, la descente a aussi permis aux autres membres de la délégation de s'assurer du bon fonctionnement du système mis en place et de recueillir une fois encore l'avis des bénéficiaires et autres acteurs concernés afin de corriger si possible les imperfections qui subsistent. L'Université de Parakou a accueilli les 20 et 21 février 2025 un colloque international sur un épisode marquant de l'histoire coloniale, le massacre de Tiaroy, survenu en 1944. Intitulé « Tiaroy 44, 80 ans après, souvenirs et réflexions d'universitaires », cet événement réunit chercheurs, historiens et universitaires pour analyser les faits, en tirer des leçons et évoquer leur impact sur la mémoire collective africaine. Pendant 2 jours donc, les participants ont eu à réfléchir aux moyens d'immortaliser cette page sombre de l'histoire africaine. Reportage Epifan Chabi, Franck Degla. 80 ans après, le massacre de Tiaroy reste une plaie ouverte dans l'histoire africaine. À l'université de Parakou, ce colloque permet de revenir sur cet événement tragique où des tirailleurs sénégalais ayant combattu pour la France furent tués alors qu'ils réclamaient leur solde. Tiaroy, 1940, il s'agit de quoi? Il s'agit de massacre des Africains qu'on a massacrés comme des bêtes sauvages. Il faudrait qu'on le sache.
Parce que l'important de l'histoire, quand on regarde à l'univers de l'histoire, il faut que c'est cela. Oui, quand vous ne connaissez pas l'histoire, vous ne pourrez jamais évoluer des erreurs. Au programme de cette conférence organisée par l'Académie nationale des sciences, Arts et lettres du Bénin en Salbe, des débats et des témoignages avec la participation d'universités venues de plusieurs horizons. Un rendez-vous essentiel pour interroger l'histoire et éviter que de tels drames ne sombrent dans l'oubli. Face au silence et puis au mensonge d'État, il a fallu attendre ces dernières années pour que la lumière soit faite sur la situation afin d'en parler. Combien sont-ils ceux qui ont été menacés, massacrés ce jour-là? Quelle est leur nationalité? Comment maintenir nos souvenirs? C'est ce que nous allons essayer de comprendre pendant 2 jours à l'université de Parakou. Lorsque le Premier ministre Ousmane Sonko, qui est de la génération de beaucoup d'entre vous ici, lorsque ces messieurs ont dit non au président français pour dire, à partir du moment où vous avez reconnu que les tiarols que vous avez déjà eu à juger pour rébellion, à partir du moment où vous reconnaissez enfin qu'ils sont morts pour la France, c'est à nous de voir la suite. Comment on prend la suite? C'est à ça que nous participons. Pendant ces 2 jours que va durer ce colloque, les participants vont réfléchir aux stratégies à mettre en place pour faire la lumière sur ce massacre, mais aussi de trouver des moyens de maintenir ce souvenir dans les annales de l'histoire africaine. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon week-end en compagnie de nos programmes.